Voici un bilan de 5 ans de pratique de classe inversée, présenté dans le cadre d'un club sandwich numérique au sein de mon établissement le 28 mars 2022. Je vais commencer par poser le contexte dans lequel j'ai commencé à travailler en classe inversée. Je vais expliquer ensuite comment j'ai organisé mon cours, ce qui se passe en dehors de la classe, dans la classe, pour qu'on comprenne comment je pratique la classe inversée. Et puis je vais conclure avec les points forts, les points faibles de la méthode et quelques conseils pour les enseignants qui souhaiteraient tenter de réaliser quelques séquences sur ce modèle. J'ai commencé ma formation à cycle enseignement en 1999 et jusqu'en 2004, j'ai voltigé entre 2 établissements, dont un mix qui m'obligeait à me déplacer dans 3 bâtiments. J'enseignais 3 disciplines différentes et j'avais affaire à des élèves de 3 filières différentes. Comme je répétais rarement le même cours, il m'était difficile de faire un bilan d'enseignement et d'améliorer mes séquences, mais ça m'a permis de côtoyer un grand nombre de collègues et de découvrir des pratiques assez différentes. À cette époque, je me voyais comme une personne qui avait peu d'autorité naturelle, et lorsque j'ai pu obtenir un poste assuré en 2004, j'ai choisi de donner à mes élèves un support à trous que je complétais au fur et à mesure des séquences. En fait, ça me rassurait, j'avais l'impression que mes élèves ne chahuteraient pas parce qu'ils seraient occupés à recopier du texte. J'ajoutais bien sûr à côté, vu que j'enseigne la chimie, des démonstrations, des laboratoires, des exercices qui permettaient de varier le rythme en classe. En 2009, un manuel de chimie produit par des collègues vaudoises a été publié pour le gymnase et notre école a décidé de l'utiliser comme support de cours. Ça m'a obligée à revoir mon positionnement face à mes classes, j'avais plus besoin de faire écrire la théorie, et donc mes élèves avaient un cahier de notes en parallèle du livre, et j'ai découvert que, en fait, cette liberté de travail était plaisante. 3 ans plus tard, on a fait dans l'école un bilan de cette nouvelle pratique et on a décidé de ne plus faire investir les élèves dans ce livre parce qu'il ne correspondait pas entièrement à notre enseignement et certains collègues photocopient encore en parallèle leur propre documentation. Personnellement, je suis pas revenue à mon ancien support car je souhaitais garder l'organisation claire de séquences de 2 heures que j'avais commencé à développer et qui me permettait de mieux gérer mon temps et d'être moins ralentie par certaines classes. J'ai donc retravaillé mon support pour qu'il soit utilisable un peu comme un livre. Je gardais malgré tout une certaine frustration parce que le programme de chimie est très chargé et que je restais dans une position relativement frontale. Toutes les activités socio-constructivistes dont on m'avait parlé au cours de ma formation me semblaient trop chronophages pour être exploitables. En 2016, j'ai changé d'établissement et je suis arrivée dans un groupe très soudé. Le support de cours était commun, de même que les évaluations semestrielles qui étaient entièrement communes. Il y avait un planning de démonstration organisé à la semaine et un planning de laboratoire. Et donc ça précise chaque semaine ce qui doit être enseigné. On garde exactement le même rythme. Ce qui a été difficile pour moi, c'est que le polycopier avait des trous qui devaient être complétés en classe avec les élèves. Donc pour moi, c'était revenir à une situation que j'avais quittée parce qu'elle ne me convenait pas complètement. Et puis, il faut aussi avouer que je n'avais pas participé à la rédaction de ce support. Et donc, certaines fois, j'aurais eu envie d'amener les notions par d'autres chemins. Et je pouvais me retrouver dans la situation de ne pas savoir comment compléter ce polycopier. Peu après cette rentrée, j'ai suivi une formation sur la classe inversée. Et dans le cadre de cette formation, eh bien, nous devions tester quelques séquences et nous nous retrouvions au printemps pour partager autour de ces expériences. Donc, j'ai fait mes premières vidéos au mois de novembre sur la liaison ionique et la covalence. Ça m'a pris un temps fou. Je les ai faites simplement en utilisant OpenBoard. La difficulté, ça a été que ça devait être du one-shot parce qu'on peut pas arrêter et que j'étais incapable de monter une vidéo. Donc je m'y suis reprise à plusieurs fois et ça m'a pris beaucoup de temps. Par contre, j'avais choisi un thème pour lequel j'avais déjà une idée bien précise des activités que je pourrais réaliser en classe avec le temps dégagé et ça m'a pas demandé trop de temps de préparation des activités pour la classe. Après ces 2 premiers cours réalisés en classe inversée, j'étais déjà extrêmement convaincue et j'ai continué donc avec le support à compléter jusqu'à la fin de l'année. Mais j'étais tout le temps en train de réfléchir à ce que j'externaliserais comme théorie si je travaillais en classe inversée et quelles activités je réaliserais en classe avec les élèves si je travaillais en classe inversée, etc. Et donc à la dernière séance de l'année avec le groupe de chimie, j'ai annoncé que l'année suivante, je n'utiliserais pas le polycopier commun, mais que je suivrais le planning normalement, que j'utiliserais les mêmes démonstrations, les mêmes laboratoires, les mêmes exercices que mes collègues, ce qui garantissait de pouvoir faire passer les mêmes évaluations à mes élèves. J'ai donc retravaillé mon support, qui est devenu un fascicule de résumé et d'énoncé d'exercice, donc une page de résumé face à une page d'exercice.
Et j'ai construit une classe inversée dans un cadre assez contraint, puisque je savais semaine après semaine quelle démonstration je devais faire, quelle expérience je devais faire. Ça n'a pas été facile, mais malgré tout, mon ressenti a été positif. J'avais l'impression que les élèves s'ennuyaient moins en classe, que je ne devais pas me battre pour capter leur attention. Et puis, honnêtement, je ressortais moins fatiguée après une journée de 8 heures d'enseignement. Alors avant de continuer, j'aimerais juste poser une définition. Quand on parle de classe inversée, personnellement, j'ai plus le sentiment qu'on parle d'une temporalité que d'une pédagogie. En soit, dans une classe traditionnelle, on a un premier temps en classe pour la théorie et quelques exercices, et dans un second temps, l'élève réalise d'autres exercices seul à la maison. Ce qui est embêtant, c'est que souvent, ce qui reste, c'est les exercices les plus complexes. Dans une classe inversée, les devoirs sont placés avant le cours et amènent la théorie, et en cours, on passe rapidement à de la pratique, ce qui a l'avantage pour l'enseignant d'être présent au moment où l'élève réalise des tâches plus complexes. Par ailleurs, on évite de répéter plusieurs fois la théorie pour certains, tandis que d'autres s'ennuient, et la vidéo permet justement à ceux qui ont besoin de réécouter cette théorie plusieurs fois de le faire. La classe inversée se pratique à tout âge dès que l'élève a à disposition un support informatique. On en entend passablement parler au cycle d'orientation. Moi, je vous parle en enseignant donc au gymnase. Et puis, j'ai vu récemment une enseignante de physique de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui témoignait de sa classe inversée pour la mécanique. De même, j'en avais entendu parler, je crois, à l'Université de Lyon pour la chimie. Alors, dans la construction de mon cours, je vise un idéal basé sur la courbe de l'oubli, qui serait donc que la veille du cours, l'élève apprenne la théorie à travers le devoir vidéo quiz qu'il a à faire. Ensuite, il y a une première révision au moment du cours. J'ai rajouté systématiquement une séquence de réactivation, soit sous la forme de vidéo, soit sous la forme d'exercice Moodle, entraînement que je leur propose de faire 2 jours après le cours. Et puis, au cours suivant, je reviens, bien entendu, sur les notions qu'on a vues, en les utilisant au maximum. Et si c'est pas au cours suivant, il y a toujours un moment, une semaine avant l'évaluation, où je reviens sur la totalité de ce qui va être évalué. Je compte ensuite, bien entendu, sur la révision des élèves au moment de l'évaluation intermédiaire. Et puis, donc, dans le cas de la chimie, on revient systématiquement sur toutes les notions du semestre au moment de l'évaluation de fin de semestre. Donc j'ai cet espoir d'une bonne mémorisation des connaissances pour mes élèves, ce qui est important parce que en chimie, on a vraiment des choses qui sont cumulatives et avec des lacunes, on se retrouve très vite dans des situations difficiles. Alors pour les devoirs vidéo, certains de mes collègues demandent de prendre des notes et travaillent en cours le résumé des élèves. En ce qui me concerne, j'ai choisi l'option de faire de petites vidéos très courtes, entrecoupées de questions qui vérifient la compréhension des élèves. Donc pour une dizaine de minutes d'enregistrement au total, j'ai généralement 5-6 petites vidéos. Et puis le quiz Moodle a l'intérêt de mettre l'élève en action, parce que le résumé fait aussi entre nous, mais également de me donner un retour sur la compréhension de l'élève. Donc voici ce que moi je peux observer. Et donc je peux utiliser ces informations pour constituer au retour en classe des groupes de même niveau de force et donner des travaux diversifiés. Mais j'utilise plus fréquemment ces informations pour créer des groupes de travail qui mélangent au contraire les niveaux de force et favorisent l'entraide. Mes élèves ont l'habitude donc lorsqu'ils arrivent en cours de se placer selon un plan de classe que j'affiche et chaque semaine ils changent de place et de groupe. En classe, je reviens généralement brièvement sur le quiz. Je peux afficher par exemple les questions qui ont été marquées par les élèves ou qui ont posé problème. J'essaye d'être rapide et parfois je garde même les réponses aux questions pour la fin du cours en partant du principe que l'activité va probablement permettre de répondre à la plupart des questions. Le but c'est vraiment de profiter du cours pour pouvoir entrer en activité, pratiquer, s'entraîner. Alors pendant le cours, je pourrais tout à fait faire travailler les élèves sur des exercices, mais j'avoue que j'ai profité de cette nouvelle pratique pour élargir les activités et j'essaye d'amener plus de ludique. J'ai transformé par exemple des exercices en puzzles qu'ils peuvent faire à deux, ça amène un côté un peu plus fun. Je reviens aussi sur les notions théoriques à travers de Plickers, c'est aussi une activité qu'ils apprécient. Je fais bien sûr les labos, les démonstrations, puisque c'est des activités très utiles pour la chimie. Et puis j'essaye d'amener des activités qui demandent plus de réflexion, des travaux en groupe. Ça permet des discussions. Et on a même parfois le temps de faire des jeux chimiques qui sont dérivés de jeux populaires pour entraîner certaines notions. Ici par exemple le Uno qui permet d'entraîner les catégories de molécules.
Alors du coup, parfois, les élèves ont l'impression de ne pas avoir fait d'exercice en classe. Donc pour les sécuriser, avant l'évaluation, je planifie toujours une séance où la préparation au cours, on n'est pas de regarder une nouvelle vidéo théorique, mais de vérifier qu'on maîtrise les exercices. Et pour cela, ils ont à disposition les énoncés dans la brochure, mais les corriger également sur Moodle. Et je leur demande de s'assurer qu'ils ont bien compris tous les savoirs et savoir-faire qu'on leur demande de maîtriser. Ça a aussi l'avantage, lors de cette leçon, de ne pas ajouter de nouveautés, mais de renforcer ce qui est censé être déjà connu. Et c'est la leçon qui précède le travail noté. Alors, pour en venir au bilan promis, je vais commencer ici par vous présenter le retour de ma classe de 3e OC. J'ai commencé avec eux en classe inversée en janvier, mais comme la préparation d'un tel cours est chronophage et que parfois certains élèves, notamment ceux qui sont bien adaptés au système scolaire classique, ne sont pas forcément complètement fans de la méthode, j'ai annoncé dès le départ qu'on ferait un bilan au bout d'une séquence, qui inclut l'évaluation et qu'on regarderait ensuite si je continuais avec cette méthode ou si on revenait à un cours un peu plus classique et frontal. Pour avoir un peu plus d'infos, j'ai fait passer un sondage Moodle demandant de noter le type de devoir et d'activité entre 0 et 3. Avec 0, ils indiquaient le fait que ça leur convenait pas du tout, et avec la note 3, le fait qu'ils appréciaient ce type d'activité pour apprendre de nouveaux savoirs et savoir-faire. Alors voici ce qui en est ressorti. Au niveau des devoirs, les élèves apprécient plus de travailler sur les vidéos quiz que je peux proposer que sur les devoirs traditionnels. Une lecture en remplacement de la vidéo les motive pas vraiment, voire même moins que des exercices tels qu'ils sont proposés normalement. Au niveau de l'apprentissage théorique, on peut observer que les différentes modalités que j'utilise dans ma classe inversée sont plus appréciées que la prise de notes traditionnelle. Et au niveau de la mise en pratique des connaissances au travers d'exercices, on peut observer la même chose. J'ai été un petit peu plus loin en demandant également aux élèves leur avis sur des pratiques utilisées dans un enseignement dit traditionnel et en classe inversée. Et sans surprise, les élèves apprécient les expériences en cours. Par contre, j'étais plus étonnée de voir qu'ils ne semblent pas fans des recherches. Quant à la pratique collective, j'ai pu relever qu'ils préfèrent le travail en binôme. Alors, ça tombe assez bien parce que c'est vrai qu'organiser un plus grand groupe de travail, c'est quelque chose que j'aime bien, mais il faut vraiment arriver à répartir les rôles pour que ça fonctionne correctement. Sinon, on prend le risque que certains se désinvestissent. En tant qu'enseignante, mon ressenti est le suivant. Il faut avouer que le temps de préparation est conséquent, que ce soit pour les vidéos ou pour les activités, si on les investit de la façon dont je le fais. Par contre, je dois moins me battre pour garder mes élèves concentrés sur mon cours. Je sors moins fatiguée de la classe et surtout, je prends plus de plaisir car j'interagis personnellement avec chaque élève et j'ai vraiment l'impression de pouvoir les aider dans leur apprentissage alors qu'avant, j'avais l'impression de parler devant un groupe classe. Je note aussi une ambiance de classe plus agréable. Il y a plus d'entraide, il y a plus de tolérance. C'est important pour moi parce que c'est une façon de leur apporter autre chose que la chimie. J'ai envie de dire de changer un peu le monde à l'échelle de ma classe. Mes conseils, si vous souhaitez vous lancer dans une telle pratique, c'est de ne pas vous lancer seul, parce que comme ça vous répartissez le travail, de ne pas être trop exigeant, parce que c'est chronophage. Donc si on est trop exigeant, à un moment donné on coule. Et puis, alors chose importante, d'avoir déjà une expérience, si possible je dirais même de plusieurs années, du programme que vous allez passer en classe inversée, pour connaître les difficultés des élèves, pour avoir déjà une idée des activités que vous avez envie de mettre en place, pour savoir rapidement quel élément théorique vous avez envie de sortir du présentiel. Voilà, c'était difficile pour moi de vous raconter tout ce que j'avais envie de vous raconter en si peu de temps. J'ai essayé d'être efficace, j'ai dû faire des choix. Je vous propose maintenant donc de prendre un peu de temps pour pouvoir échanger sur ce sujet et répondre à vos éventuelles questions.